Et du coup, on va partir de 2 retours d'expérience sur cette dernière table ronde autour de, finalement, oui, collaborer, coopérer, tout l'essai dont on a parlé, que l'on a entendu, puis qui était sur le schéma qui a été fait en facilitation graphique. Est-ce que ça se décrète? Est-ce qu'il suffit de se dire qu'on travaille ensemble à un moment donné? Est-ce qu'il suffit d'échanger pour que les choses prennent sens, pour que la culture commune puisse se construire? Il y a une expression qui a été utilisée, on est tout seul, ou on a peur de se retrouver tout seul autour d'une situation. Comment est-ce qu'on peut structurer un peu ces collaborations finalement sur les territoires, qui est aussi un terme qui ressort de plus en plus, qu'on retrouve sur plein de thématiques et qu'on a vu apparaître tout au long de la journée. Alors, pour nos 2 représentantes avec des retours d'expérience, je vais vous laisser vous présenter, puis déjà, dans un premier temps, nous parler des dispositifs qui sont des dispositifs expérimentaux, financés en tant que ressources sur les territoires sur lesquels vous agissez, de façon différente, et puis simplement, déjà, dans un premier temps, nous dire c'est une ressource, pourquoi faire, en quoi consistent vos dispositifs. Donc, bonjour, donc Marion Chabrière, je travaille à l'association La Bourguette, plus précisément donc, sur le pôle ressources petite enfance Le Petit Jardin, donc sur Avignon. Donc on a une multitude de services. Moi plus précisément je suis sur la crèche inclusive, un lieu d'accueil enfants-parents et une halte garderie spécialisée. Et on a développé depuis une dizaine d'années en fait sur le pôle ressources cette fonction ressources. Donc dans un premier temps ça a été vraiment à la demande des crèches du secteur qui nous ont demandé de pouvoir travailler ensemble et de réfléchir ensemble sur l'accueil d'enfants avec des handicaps sévères, comment faciliter leur inclusion en crèche sur le territoire. Et petit à petit, par le besoin en fait commun, on a commencé à collaborer, à réfléchir, à parler des enfants qu'on suivait en commun. Ensuite, on a élargi en fait cette fonction ressources en s'appuyant sur l'équipe du CESAD. Et donc là, la visée, c'était vraiment de pouvoir répondre à toute équipe qui nous sollicitait, non pas seulement pour un enfant précisément, mais par exemple pour des actions de sensibilisation, des actions d'analyse de pratique, des actions... voilà, on ne prétend pas faire de la formation, mais déjà de la sensibilisation au dépistage précoce, voilà, des actions ponctuelles, donc auprès de tous les professionnels qui œuvrent autour de la petite enfance. Et enfin, depuis peu, donc on a construit encore une fois avec le territoire un nouveau dispositif qui rentre dans la fonction ressources, qui est une fonction ressources à destination des familles qui se trouvent en questionnement sur le développement de leur enfant, qui ne savent pas trop parfois par où commencer, qui interpeller, et du coup qui peuvent saisir directement elles-mêmes la fonction ressources. Avant de donner le micro à Christelle, finalement, si on reprend les éléments peu structurants de cette fonction ressources qu'a posé l'expérimentation Next Step qui ont été présentés ce matin, information, documentation, sensibilisation, formation, appui aux pratiques, appui conseil, observation, évaluation, vous vous retrouvez dans lesquels? Pas mal de choses. Dans tout, une partie. Alors, donc, dans la fonction ressources, on a, comme je le disais, des actions auprès des équipes. Donc, tout ce qui est sensibilisation, bon, pour le coup, ça, on l'appelait de la même façon. Donc, voilà. Tout ce qui est appui aux pratiques, donc je le disais, l'analyse des pratiques. Tout ce qui est aussi de l'ordre de la transmission d'informations, de documents autour de... Ça peut être de l'aménagement de l'espace, de la communication. Vraiment, on est dans ce partage de compétences. On parlait aussi de l'appui conseil, donc moi je le rattacherai peut-être plus quand on a des demandes qui concernent un enfant en particulier. Et enfin, alors comme je le disais, nous on n'est pas organisme de formation, donc ça ne fait pas partie de nos compétences. Et enfin, on parlait ce matin de l'observation, de l'évaluation partagée. Et effectivement, toutes ces actions qui sont mises en place dans le cadre de la fonction ressources, elles peuvent tout à fait mener à des réflexions partagées pour réfléchir à l'orientation de l'enfant ou essayer aussi des fois de prévenir des orientations qui ne seraient pas forcément adaptées.
Merci, on va passer le micro à Christelle. Du coup, du point de vue du dispositif sur lequel tu interviens, cette mission et la question de la fonction ressources, comment est-ce que ça se décline du coup? Donc, le dispositif est parti d'un projet territorial sur un territoire. Donc, en 2017, c'était la volonté des acteurs de ce territoire, et la particularité était qu'il était multipartenaire, puisqu'on avait aussi bien autour de la table les acteurs de l'éducation nationale, des associations de famille, les structures médico-sociales, les structures de soins, qui avaient effectivement fait un diagnostic et constaté par rapport au public accompagné et par rapport à la prise en charge des enfants TSA, la complexité des manques, et ils ont souhaité mettre en place un projet expérimental. Donc ce projet expérimental a vu le jour en 2021. Il est porté par le groupement de coopération sanitaire et médico-sociale Aqueduc, qui regroupe sur le territoire du coup l'ARI, l'association La Bourguette, le CH Montperrin et le CH Valvert. Et l'objet de ce dispositif, c'est d'avoir deux actions. Donc Christelle, mais du coup, on a du médico-social et du sanitaire. C'est ça. Faire du lien avec la table ronde précédente. Voilà, on a effectivement ces acteurs-là. Si l'EDES ne faisait pas partie, donc c'est le service, le PMI dans le Vaucluse, du groupement de coopération, et c'est un acteur primordial aussi dans la mise en place de ce déploiement. Donc on voit vraiment que l'intérêt de ce territoire, c'était d'être sur une proximité géographique, et de pouvoir effectivement que les acteurs se connaissent, échangent autour. Et la finalité, c'était aussi de pouvoir effectivement étayer les professionnels en libéral du territoire, faire monter en compétences l'ensemble, et quel que soit le secteur. Donc on a ces deux volets-là, une action vis-à-vis des familles, dans l'accompagnement justement au plus près et pour justement orienter et accompagner, et une action vis-à-vis des professionnels. Donc c'est plus là-dessus la fonction ressources sur laquelle on intervient. Et donc par rapport à la définition ce matin qui nous a été donnée, c'est pareil, on avait quelques mots qu'on utilisait déjà, puisqu'on a effectivement des actions d'observation et d'évaluation partagée, notamment auprès des enfants en structure de crèche pour faire du repérage précoce. Mais on a déployé aussi des actions de sensibilisation auprès des professionnels. En un petit peu moins de 2 ans, c'est déjà 200 professionnels de crèche qu'on a pu sensibiliser aux signes de repérage précoce. On a aussi la formation, on n'est pas organisme de formation, mais on a pu déployer sur le territoire des actions de formation qui ont pu regrouper des professionnels libéraux, mais aussi des professionnels du secteur médico-social, ou même des familles qui avaient participé, notamment sur l'intégration neurosensorielle, donc des actions comme ça, ponctuelles. On a ce rôle aussi, du coup, d'appui conseil et d'animation du territoire, où vraiment on essaye d'être là pour mettre en place des réunions communes sur des thématiques qui intéressent les acteurs. Donc ça peut être, notamment sur notre territoire, c'est la question de la première rupture entre la crèche et la préscolarisation. Comment on travaille effectivement ce passage-là quand l'enfant est repéré. On a pu aussi mettre en place la question de l'info et documentation quand on est interpellé par une famille ou par un professionnel, pour expliciter les ressources qui existent sur le territoire et par exemple comment on peut s'adresser à cette forme de coordination. Alors toujours pour toutes les deux, à cette question, est-ce que ça se décrète d'être ressources? On a eu un début de réponse aussi depuis ce matin, bien évidemment, mais tu viens aussi d'expliquer, ça a commencé en 2017, on est bientôt 2024. Donc on a compris que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Quels sont les enjeux? Comment est-ce que ça se construit? On a entendu parler d'un acteur pivot qui doit embarquer les autres sur un territoire. Tu as parlé d'une montée en compétences collectives. Et puis on a évoqué le besoin d'avoir des espaces de concertation aussi depuis ce matin, d'échanges qui doivent être animés, pilotés. Comment est-ce que ça se traduit là aussi pour le coup sur votre territoire et avec vos partenaires? Alors, nous, ça fait 10 ans, voilà, comme je disais, qu'on a commencé. Et effectivement, ça ne se décrète pas. Ça commence souvent par des petits projets, par des situations vraiment singulières. Un enfant, puis 2, puis 3. Puis on prend l'habitude de travailler ensemble. Puis on rajoute une autre crèche et un autre partenaire.
Donc vraiment, je trouve que ça se construit, ça se déconstruit aussi parfois. On a besoin de se réajuster, on a besoin d'évoluer ensemble. Après, vraiment, ce qui fait sens pour moi, c'est le besoin commun. C'est des fois la difficulté commune. En effet, on est co-responsable dans l'accueil d'un enfant qu'on aura en commun. Du coup, quand on est confronté à des difficultés, c'est aussi là je trouve qu'il y a encore plus de motivation pour faire ensemble. Après, il faut aussi gagner en crédibilité. Faut permettre aux équipes de se sentir crédibles. Donc nous, on a un plateau technique qui est mis entre guillemets à disposition des acteurs petite enfance sur le territoire. Et il a fallu quelques années pour leur dire mais oui, vous êtes crédibles, oui, vous avez une expertise dans votre champ de compétences et oui, vous pouvez tout à fait la partager. C'est pas ne pas être humble, c'est se mettre au service aussi de l'autre. Aussi, souvent on a besoin pour être ressource de pouvoir se ressourcer ensemble. Par exemple, sur des actions de formation qu'on va organiser en commun avec d'autres partenaires. Voilà, il y a vraiment besoin pour moi de cette animation du réseau, du territoire, des partenaires, pour vivre ensemble des expériences communes, quoi. Elle, tu veux compléter ? Peut-être la particularité, c'est qu'effectivement, le dispositif partait de l'émanation du réseau TSA. Donc, il avait déjà ce rôle d'animation du territoire et la mise en place de réunions plénières où des acteurs, vraiment, c'était le fait que les professionnels puissent se rencontrer sur un même territoire, se connaissent et qu'on puisse effectivement s'étayer les uns les autres. Et c'est ce qui est intéressant, le fait de pouvoir construire, quand on pense une action, de pouvoir la construire avec les ressources locales de proximité. Et effectivement, c'est ce qui donne la légitimité sur notamment des temps de sensibilisation sur des thématiques particulières où j'ai en tête la question des troubles alimentaires, où on a pu solliciter l'orthophoniste du CMP, mais aussi l'ergothérapeute qui était en libéral, le médecin en libéral qui est le médecin de la crèche, pour monter l'action et que c'est du sens. Et effectivement, du coup, on a vraiment cette légitimité qui apparaît, qui se construit dans le temps, dans lequel les réunions plénières permettent aussi de pouvoir aborder des thématiques qui sont spécifiques au territoire. Et je pense que pour moi, c'est un élément important, c'est la question du territoire et par rapport à des cahiers des charges qui pourraient être sur des projets bien plus larges. Il y a cet échelon-là quand même qui est intéressant, en fait, que les acteurs puissent se connaître. Avec la coopération qui se construit, il y a aussi les connaissances qui se co-construisent, il y a la confiance qui se construit, qui se discrète, pas non plus. C'est clairement dans la durée. Je vais me retourner vers Corinne Grenier. J'ai toute une série de questions, en fait. Finalement, comment est-ce qu'on capitalise sur tout ça ? Parce qu'à l'échelle d'un territoire, comment est-ce qu'on passe d'un territoire à l'autre au bout du bout ? Comment est-ce qu'on construit ce langage commun ? Comment est-ce qu'on monte en compétences collectivement ? Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments de réponse ? Et puis peut-être de temps en temps, je te couperai pour qu'on continue d'illustrer. On capitalise, qu'est-ce qu'on capitalise ? On a beaucoup parlé de pratique, d'expertise. On voit bien qu'il y a des changements de posture, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et c'est un peu tout ça qui est en débat et sur lequel il faut avancer et sur lequel on va capitaliser, en quelque sorte. Et donc, je voulais un peu revenir sur cette notion de pratique professionnelle. Finalement, c'est quoi une pratique professionnelle ? Alors, il y a plein de manières de la définir, évidemment. Mais j'aime bien ce petit schéma parce que, par exemple, dans des groupes projets ou dans les fameuses communautés de pratique, qui sont des communautés de pratique professionnelles, où on s'enrichit autour de sa pratique, on essaye de faire évoluer sa pratique, mais c'est quoi cette pratique professionnelle qui se travaille notamment dans les communautés de pratique ? Alors, à la base, au premier niveau, alors c'est un certain blin, au premier niveau, il y a l'activité, qu'est-ce que l'on fait ? Derrière, il y a l'expertise, de la connaissance. Alors déjà, c'est pas si simple que ça. Il y a l'activité que l'on sait qu'on l'a fait. Voilà. Je suis professeur, je sais que je prépare mon syllabus, je prépare mon PowerPoint et je prends ma voiture pour essayer d'arriver à l'heure en cours. Bon, voilà, ça, je sais le décrire. Mais en fait, il y a plein de choses que je fais et dont je n'ai pas conscience. Voilà.
Et évidemment, la richesse, elle est là-dedans, dans cette activité invisible. D'où l'intérêt dans des communautés ou autres, dans des groupes de discussion, hein, voilà, peu importe les noms, de travailler sur des cas réels, sur des situations réelles. Ce matin, on a parlé de situations d'apprentissage, ou d'apprentissage en situation, autour d'un enfant. Voilà. Et c'est là où on a conscience de ce qui est souvent inconscient, où on peut dire ce qui est souvent invisible ou inconscient. Ça, c'est le premier point qui est très important. Et puis on va sur la couche numéro 2. Dans les pratiques, il y a aussi des représentations. On a tous des représentations professionnelles. Ce matin, on a parlé de culture, c'est enfermé dans les formations, c'est enfermé dans sa trajectoire professionnelle. Voilà. Le jeune enfant, je ne sais pas moi, Grégoire, c'est pas le même Grégoire pour un médecin, c'est pas le même Grégoire pour un travailleur, le travail social, c'est pas le même Grégoire pour un orthophoniste, et pourtant, pour le parent, c'est Grégoire dans toute sa complexité. Ça, c'est les représentations. Et donc, c'est très important de se dire, mais finalement, comment je regarde les choses ? Quelle représentation j'ai d'un certain nombre d'idées, de concepts, de pratiques ? Évidemment, elles sont beaucoup plus aussi enchâssées, invisibles. Il faut les mettre sur le tapis. Et enfin, quand on transforme ces pratiques, on a tous une identité professionnelle. Moi, en tant que je suis, voilà. Moi, en tant que orthophoniste, je travaille dans un institut. Non, maintenant, je vais devoir travailler ailleurs, sur le territoire, avec d'autres. Et comment je définis mon identité professionnelle ? Comment je définis ma reconnaissance ? Et je pense que quand on arrive à attraper ces 3 niveaux dans tout ce qui est vos réflexions sur différents modèles de la fonction ressources, on voit bien qu'il y a différents modèles qui émergent. Quand on arrive à travailler sur ces 3 modèles dans les communautés de pratique, 3 niveaux sur les communautés de pratique, effectivement là, on va pouvoir capitaliser sur toute cette complexité. Et je pense que c'est en arrivant à capitaliser sur toute cette complexité, on va vraiment dire, mais finalement, mon métier ou qui je suis, elle se retrouve là-dedans. Et je n'aurai plus peur d'aller travailler avec d'autres, si je peux m'exprimer comme ça, la peur ou la crainte ou des questionnements, etc. J'aurai plus peur d'aller travailler en réseau, etc., avec d'autres, parce que je sais que tout ça aura été pris en compte, parce que c'est tout ça qui me définit. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les familles, potentiellement, du sanitaire, du médico-social. C'est donc pas entre 3 établissements médico-sociaux. Oui. À l'échelle d'un territoire, ce qu'on a un peu entendu déjà là dans le croisement sanitaire médico-social du retour d'expérience qui nous a été fait. On parle beaucoup de savoir expérientiel des personnes en situation de handicap, puis non, on commence à dire oui, mais savoir expérientiel des professionnels. Oui, bien évidemment, mais il ne s'agit pas de les opposer ou de les mettre chacun d'un côté. C'est bien ensemble, tout le monde a un savoir expérientiel, quoi. Voilà. Et il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres. Non, j'ai envie de dire, ok, un cadre, communauté de pratique, on a parlé du croisement entre plusieurs secteurs, mais ce travail sur l'identité, sur tout ce que tu viens d'expliquer, on peut le travailler dans ces espaces-là, mais il en reste quoi ? Comment on fait pour en garder quelque chose, en fait ? Comment on avance au sein d'une communauté de pratique ? Après, on aura un retour d'expérience de communauté de pratique, du coup, et puis on parle communauté de pratique, c'est peut-être qu'un levier, c'est peut-être qu'un outil. Alors la communauté pratique, j'ai envie de remonter aux tout premiers travaux, voilà, finalement, parce que finalement c'est un terme peu populaire, on l'utilise beaucoup. Aux tout premiers travaux, c'est quelque chose de très émergent et quelque chose de très informel. Au démarrage, après, les choses font que ça se structure parce qu'il faut un agenda partagé, etc. Mais au départ, c'est vraiment des individus, des professionnels, et pas seulement des professionnels, voilà, des individus, professionnels, familles, patients, etc., qui décident ensemble de réfléchir, d'améliorer, de croiser sur leurs pratiques pour les enrichir. Et ça, c'est très important, parce qu'on aura beau mettre de l'organisation, on aura beau mettre de l'agenda partagé, on aura beau mettre des jolis lieux pour se réunir, s'il n'y a pas cette volonté commune, cet engagement commun, ce souhait commun de s'engager pour quelque chose qui nous est commun et qui dépasse nos différences, la communauté de pratique, mais je pourrais dire de tout autre groupe, finalement, de travail, oui, elle va vivoter, en fait. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un sentiment fort d'engagement collectif. Alors, on est tous différents, mais à un moment donné, il y aura quelque chose de commun qui va nous réunir, quelque chose de supérieur qui doit nous réunir. Voilà, c'est une bonne phrase.
seul on meurt, voilà, sinon on va continuer à se batailler, à mourir. Donc ça, c'est très important d'entretenir ça et de trouver, mais quelle est la valeur ajoutée qu'on a envie d'apporter? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'il va nous dépasser? Voilà, quel est ce bien commun qui va dépasser nos différends? Idéalement, on est d'accord, il faut que ça soit un autre bien commun et autre chose que la convocation pour aller autour d'un de synthèse, pour parler d'un cas, parce que on est sur le territoire, on est là pour ça. C'est plutôt de rebondir sur toutes les initiatives qui existent clairement sur les territoires, de coopération et de collaboration. Et puis le territoire, il est très symbolique, il y a un attachement au territoire, il y a un symbole que l'on veut donner au territoire. C'est un territoire où il faut bon vivre, par exemple, hein. On parle de marketing territorial, donc on peut aussi avoir ce regard-là sur le territoire. On a envie de le protéger et de faire tous ensemble. Et à un moment donné, ça doit dépasser nos différends. Mais nos différends, il ne s'agit pas de gommer, de mettre sur le tapis les tensions, les oppositions, les incompréhensions que l'on a, hein. On parle souvent de conflits constructifs. Il faut mettre à un moment donné sur une table nos différends. Ce qui fait tension, ce qui fait conflit. Par contre, il faut les travailler pour trouver des résolutions communes. Voilà. Et c'est souvent ces moments, alors ça se fait dans des modes de travail particuliers, hein, quand on dit, voilà, exposons nos différends et trouvons une solution commune qui dépasse ces différends et sur lequel on décide de s'engager. Mais ça suppose un travail effective et avec une méthodologie, voilà, pour le faire. Et je dirais à un moment donné pour clore les choses, voilà, pour clore le différent et continuer à avancer. Voilà. C'est peut-être ces temps où on est toujours un petit peu dans le mou, voilà. Voilà, on a des tensions, puis finalement on a l'impression qu'on les a résolues parce qu'on est tous d'accord, on a signé un document, mais finalement rien n'est résolu très très bien, quoi. Voilà. Il faut oser durcir la tension, le fameux conflit constructif, pour, à un moment donné, poser les choses, qu'il y a quelque chose de commun sur lequel on a tous envie d'aller. Quelque chose de commun sur lequel on a envie d'aller, on le formalise comment? J'ai compris qu'il fallait pouvoir s'arrêter à un moment donné pour formaliser des choses. Parce qu'on partage des outils, on partage des documents, on partage des expériences. Oui. On peut il y a plein de manières de formaliser. On peut le formaliser par un schéma. Voilà, on se retrouve tous dans un schéma. Voilà, type de parcours, un modèle d'organisation. On peut le formaliser par une définition. La fonction ressource, par exemple, on va tous la définir. Voilà. Ça sera peut-être une définition un peu vague, un peu générale, mais en fait, quand on regarde bien, elle permet de dépasser des différends. On peut formaliser par des ressources, des répertoires de ressources, des outils, des guides et autres qu'on se sera construits ensemble. Voilà. Donc la matérialisation est très variable. Mais c'est important, effectivement, de la matérialiser, parce qu'à un moment donné, on a envie de voir que les choses avancent, hein, et puis de montrer que les choses avancent, hein, y compris pour justifier le temps qu'on passe dans ce type de réunion. Mais voilà, la matérialisation peut être très, très variable. Un texte, une définition, ça peut être voilà, une convention que l'on signe, parce qu'ensemble, on décide de s'engager sur un certain nombre de... Voilà, mais toujours dans le sens de dépasser le différent, avec des mots-clés qui montrent qu'on dépasse ce différent. Peut-être un autre enjeu, du coup, parce qu'on a aussi évoqué que cette expertise dans le cadre de la fonction ressources, c'était pas, ou peut-être même plus, que l'affaire des cadres. Fameux cadre technique qui avait un peu l'apanage de ce travail en réseau, de ces partenariats, de cette expertise à valider. Finalement, j'ai envie de te poser cette question à toi, mais aussi à toutes les deux. Cette façon de travailler, est-ce qu'elle n'implique pas des choses, et en termes de compétences, au-delà de la notion de nouveau métier, on va le retrouver là-dedans, bien évidemment, mais sur quelles compétences est-ce que ça s'appuie? Et puis d'un point de vue managérial, est-ce que ça n'implique pas aussi des choses, une autre façon de travailler? Oui, à un moment donné, je pense qu'il faut être clair. On voit bien qu'il y a plusieurs façons de faire. À un moment donné, quand on décide de s'engager sur un réseau, une fonction ressources, etc., il faut être clair sur la manière dont on veut s'engager et pourquoi on veut s'engager.
Par exemple, vous avez dit nous faisons des actions ponctuelles. Alors, pas que ça, hein, mais entre autres, des choses de plus long terme, je dirais, et puis à un moment donné, des actions ponctuelles. Ben, c'est très bien. Mais il faut savoir quand est-ce que je suis sur une action ponctuelle. C'est une certaine manière de gérer. J'ai besoin d'un annuaire, j'ai besoin d'une réponse rapide, mais je vais mettre 2 heures du temps de mes équipes à profit d'eux, mais pas plus que ça, je dirais. Et puis, quand vous voulez vous engager dans des actions on va essayer ensemble de construire une réponse nouvelle, de construire des solutions plus créatives, plus nouvelles, on sait qu'on va mettre beaucoup plus de choses. Hein. Il faudra de la formation, il faudra se poser des questions, il faudra davantage de temps de conception, d'expérimentation, etc. Et donc, on ne va pas gérer les équipes de la même manière, on ne va pas s'engager dans le temps de la même manière et dédier nos ressources de la même manière. Et donc, je pense que c'est peut-être le brouillage où la crainte vient que, parfois on se dit, bon voilà, j'ai une fonction ressource, ou je développe une fonction ressource, mais on ne va pas la développer selon qu'on est plutôt sur le modèle de gauche. Alors après, les termes, ce sont d'un modèle, mais de type action ponctuelle. Quelqu'un a besoin de 2 heures de temps d'eux, je peux donner 2 heures de temps d'eux. Un modèle beaucoup plus de développer une solution créative commune, quoi. D'où l'importance aussi de formaliser à un moment donné, puisque pour avancer sur le fait de libérer quelqu'un pendant 2 heures pour travailler là-dessus, c'est comment est-ce qu'on donne aussi la garantie qu'on est en train de co-construire. Voilà, on donne et à voir. Peut-être de clarifier juste pour terminer, finalement, où est pour chacun d'entre vous votre cœur de métier, voilà, votre expertise dure sur laquelle vous avez envie de consacrer du temps à la développer avec d'autres, et puis notre partie d'activité sur laquelle vous n'avez pas envie de consacrer du temps pour la développer, mais qui sera mise ponctuelle, par exemple. Et en tout cas, dans la fonction ressources, on a bien compris depuis ce matin qu'on a à la fois de la prestation directe et de la prestation indirecte auprès du territoire. Et je pense qu'il y a un gros changement là-dessus. Du coup, je vous pose la question à toutes les deux. Ça s'est joué comment sur vos structures et vous vous y retrouvez comment à travers cette question-là? La question, effectivement, la répartition entre prestations directes et indirectes, elle se définit en fonction effectivement de est-ce qu'on intervient pour un enfant, une situation, et c'est un partenaire qui va nous interpeller. Souvent, en tout cas, comme on disait, ça nécessite une relation de confiance et une relation de co-construction, et souvent c'est l'action ponctuelle qui a commencé à établir le lien en fait. Et une fois que, par une action ponctuelle de sensibilisation, notamment dans plusieurs exemples en tête, soit un accueil de loisirs, où on a pu présenter ces actions-là de repérage, le fait de pouvoir aussi adopter, et en termes de compétences, quelles sont les compétences des professionnels, c'est cette capacité d'humilité, à se dire effectivement, nous on a des savoirs, mais ces savoirs-là, en fait, ils sont à travailler, remettre dans un contexte, et on ne connaît pas toujours le contexte précis des interventions des professionnels. Et donc je pense que ça, c'est aussi une compétence pour moi importante pour la fonction ressources, c'est accepter d'être humble et d'écouter l'autre et de pouvoir se dire, ok, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que l'action ponctuelle amène à cette création de liens de confiance. Et souvent, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au départ, on était parti sur des actions de sensibilisation. Et puis on s'aperçoit que de plus en plus, les structures nous ressollicitent avec des deuxièmes temps de retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on est venu, on a proposé, en fonction de ce qui nous était amené, certaines préconisations. Mais quelques mois après, en fait, on est revenu, on a rééchangé par rapport à ce qui avait été mis en place, reproposer de nouvelles alternatives et pouvoir mettre effectivement des projets communs en place plus structurés et des conventions de partenariat. Donc je pense qu'il y a vraiment que les deux sont complémentaires, mais que si on passe pas par cette phase ponctuelle, on ne peut pas d'emblée décider qu'on va mettre en place une solution créative. En tout cas, c'est pas mon expérience. Et il y a cette notion d'ajustement et d'agilité. Et c'est vrai que nous, on tient beaucoup sur le dispositif. On a cette chance, on perçoit comme une chance, de ne pas avoir de notification et d'orientation MDPH pour intervenir. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de réactivité et d'agilité de la réponse qu'on peut proposer,
c'est ce qui fait toute notre force, en fait. On peut intervenir dans les 15 jours pour poser des actions, et du coup, ça a vraiment du sens. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, il faut trouver quelque chose de commun. Pour moi, ce qu'il faut trouver, c'est la question du sens. Pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, et quel est le sens qu'on donne à l'action. Et c'est ce qui réussit à ce qu'en tout cas, sur l'animation des groupes de travail, à ce que les gens se déplacent, parce qu'on a tous des agendas de ministres, et de prendre une matinée pour venir travailler sur une question précise, c'est que c'est une préoccupation et qu'il y a du sens derrière. Marion, pour compléter. Et alors nous, c'est quand même sensiblement la même chose. Il y a souvent des actions ponctuelles qui vont aboutir après sur des choses plus régulières. Juste pour compléter sur les compétences des professionnels, donc on parlait tout à l'heure, voilà, du plateau technique qui se met à disposition. Donc oui, chaque professionnel a ses compétences liées à sa profession, à son cœur de métier. Mais il y a aussi des compétences autour de l'ouverture à l'autre, vraiment du savoir-être dans le partenariat, de la souplesse, de la créativité. Et après, voilà, on a des professionnels du plateau technique qui sortent aussi des fois de leur cœur de métier en ayant vraiment des visées innovantes, voilà, qui se laissent après aussi embarquer par cette fonction ressources et par la co-construction avec les partenaires, quoi. Ils deviennent force de proposition. Il veut dire d'un point de vue managérial de pouvoir laisser libre cours aussi à ça, dans des organisations qui n'ont pas toujours été pensées, structurées, construites de cette façon-là. Ça veut dire faire confiance à ces équipes, à leurs compétences, à leur façon de travailler en partenariat. Ça ne veut pas dire que les cadres sont absents, pas du tout. Donc on est plus dans les conventions, souvent dans les premiers liens avec les partenaires. On est dans la définition des objectifs communs, dans les modalités. Voilà, mais ensuite, il n'y a aucune difficulté à vraiment intégrer chaque professionnel dans ce travail-là. Il y a vraiment une grande confiance. Déjà, je pense qu'il faut avoir confiance dans chaque établissement, dans ses équipes. Et une fois qu'il y a cette base-là qui est solide, qui est construite, qui a une identité de pôle et de pôle ressources, pour le coup, nous, on s'appelle un pôle ressources, il a vraiment fallu qu'on passe par cette construction identitaire de notre pôle ressources pour le mettre vraiment à disposition du territoire. Merci pour vos témoignages. Claire Davalo, je crois que vous aviez une petite vidéo, Marjorie, d'une expérimentation de communauté de pratique, puisqu'on parle communauté de pratique notamment. Donc, la présentation du film présente une communauté de pratique qui existe depuis une vingtaine d'années au centre de ressources et qui a démarré dans l'idée. L'idée de départ, c'était de prolonger un peu les formations qu'on faisait sur site auprès d'une équipe complète. Et on se disait, mais ce serait peut-être intéressant d'aller un peu plus loin avec quelques personnes qui ont envie de continuer un peu plus et nous, on voyait comme futures personnes ressources. Et donc, il y a eu différentes tentatives. Et la COP, la communauté de pratique des psychomotes, des psychomotriciens, donc a vraiment continué dans le temps. Du coup, c'est un retour d'expérience que je voulais partager. Je pense qu'on retrouve l'histoire de l'identité, parce que c'était très fort. Les psychomotes, à l'époque, dans les établissements de sourds, elles n'avaient pas leur place, elles arrivaient juste. Donc c'était important pour elles de se construire une identité. Et voilà, donc je vous laisse. Et puis après, le cœur de métier, le cœur de la communauté, c'est ces enfants compliqués, comment on fait avec. Le centre de ressources est composé d'une équipe mobile d'appui ressources sur l'ensemble du territoire national. Il s'occupe tout particulièrement des personnes sourdes avec troubles associés ou avec troubles complexes du langage. Il intervient à la demande des familles ou d'équipes de professionnels qui sont en difficulté avec une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Nous nous déplaçons sur site avec l'équipe de professionnels. Très vite est apparue la nécessité de proposer des actions autour de personnes ressources, donc d'un groupe de travail. Il existe actuellement 3 groupes de travail, un groupe de médecins, un groupe de psychologues et un groupe de psychomotriciennes. Ce groupe de travail est né il y a une vingtaine d'années
De la volonté de mutualiser des expériences, des pratiques. On a eu la volonté de briser un peu cet isolement. Comme on était un centre de ressources national, de faire venir l'ensemble des psychomotriciennes. Au départ, il y avait une quinzaine de personnes. Maintenant, il y a plus de 30 inscrits à ce groupe. La volonté, c'est qu'il soit très interactif, c'est-à-dire que les psychomotriciennes elles-mêmes animent le groupe. Il y a 4 séances sur l'année, avec depuis cette année une séance qui est externalisée, consacrée aux atteintes vestibulaires, parce que ça intéresse énormément de monde et pas simplement les psychomotriciens. Donc on a décidé d'ouvrir ce groupe plus largement à d'autres professionnels. C'est un groupe qui est apparu essentiel dans mon travail. J'y ai appris énormément de choses. On y va pour échanger. Ça fait une émulation, ça donne du courage et puis surtout c'est d'une grande richesse. Pour moi c'est un travail très enrichissant aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C'est un travail de groupe où chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice. Et le fait de rencontrer d'autres personnes qui travaillent de la même façon, qui ont les mêmes idées, se sent beaucoup plus fort pour reparler après en équipe et se positionner. Et après, en fonction de ce qu'on a pu échanger avec les autres psychomotriciennes, on en reparle, on essaye de se créer du matériel, on essaye de faire émerger des choses nouvelles au sein de notre association. D'une certaine façon, par ce biais-là, c'est aussi un groupe de formation de formateurs. En termes de formation continue, on voit aujourd'hui les demandes un petit peu différentes. Les stages classiques de formation ont montré leurs limites et des propositions comme ça, plus en phase avec les attentes des professionnels, sont vraiment pertinentes. On peut constater 2 critères de réussite de ce groupe. Le premier, c'est la fidélité des participants. Et le deuxième, c'est sa capacité à produire. Ils ont produit un petit album pour des familles. Il y a eu la réalisation d'une journée d'études. Ce qui était important pour moi aussi, c'était d'approfondir la théorie et de faire du lien sans cesse avec théorie, pratique et faire du lien avec toutes les nouvelles recherches scientifiques qui maintenant voient le jour. Ça permet de se sentir davantage préparé pour aller voir les autres et parler de notre profession et de pouvoir éventuellement apporter notre aide et notre regard qui est spécifique et singulier. Ça crée vraiment une dynamique pour moi-même, mais aussi pour l'ensemble des psychomotriciennes de là où je travaille, je trouve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les psychomotriciennes, elles sont en première ligne pour prendre en charge ces déficiences associées, mais aussi pour les détecter. Nous, on a milité pour qu'elles soient beaucoup plus écoutées dans les équipes, pour justement améliorer la prise en charge de ces enfants. Avec les politiques en faveur de l'inclusion, on va être amené à développer de plus en plus ce type de réponse qui correspond vraiment aux attentes des professionnels en termes de formation continue. Et il va nous falloir former des compétences à l'animation, former des experts terrain à l'animation de tels groupes de pratique. Merci pour cette petite vidéo. Je vais te redonner la parole. Rapidement, je la trouve rapide, et après extraordinaire. Je l'avais vu avant, du coup. Je la trouve extraordinaire. Il y a bon, tout est dit. Il y a un point qui est très très important et souvent qu'on oublie de dire, c'est parce que la communauté de pratique, il ne faut pas qu'elle se renferme entre des personnes qui sont heureuses de parler de leur pratique, mais après dans la vraie vie, avec leurs équipes et autres. Et il faut que la communauté de pratique forme, enfin voilà, on échange sur comment je transfère dans mon établissement auprès de mes équipes. Et ça c'est important et c'est parfois oublié. Et ce qui fait que la communauté de pratique peut devenir, c'est ce qu'on voit aussi, un îlot, un îlot heureux où on aime bien se retrouver, mais avec aucun impact sur le reste de travail au quotidien, quoi. Parce que la communauté pratique, c'est bien quand même pour enrichir après le quotidien de la pratique. Et je pense que ça, c'est bien dit, et je voulais l'insister, parce que souvent, on oublie de voir la communauté de pratique ainsi, quoi. Elle doit irriguer, voilà. C'est pas que des personnes... Elle doit irriguer l'ensemble de l'équipe ou de l'établissement. Pierre Cavallo, Julien Robert, d'autres expériences, un petit retour sur celle-ci? En fait, juste, c'est vrai que chaque année, on doit convaincre les directeurs qui laissent quand même partir les psychologues de toute la France. Ou la dimension managériale que j'évoquais tout à l'heure aussi. Voilà, donc on a, et c'est un très très bon argument, qu'il faut que... Donc on a formalisé les choses un petit peu sur le mode de la formation en fait. Demain on pourrait être Calliope et puis proposer ça comme action de formation
elles ont fait le choix que ce ne soit pas une action de formation parce que ça leur prendrait sur leur formation. Donc elles ne veulent pas que ça passe sur le plan de formation. Mais donc en termes de formalisation, on est sur de la formation. On pourrait être sur... on reprend les codes de la formation et on renvoie aux directions aussi tout ce qui s'est passé dans l'année. Bon, là, c'est au niveau national. On voit bien maintenant, avec l'appui des équipes relais, on peut penser sur des territoires. Et ça a aussi tout un intérêt de mailler sur le territoire autour de cette... pas forcément sur un métier précis. Ça peut être un ensemble de professions différentes qui portent cette attention à la complexité des enfants. Bien Robert, oui, je peux une autre expérience. Je peux vous parler un petit peu de l'expérience de la pépinière. Donc, c'est vrai que la difficulté pour les centres de ressources, nationaux en tout cas, c'est d'arriver à être porteur d'une dynamique de réseau, en même temps qu'il soit national et qu'il soit sans être partout et nulle part. Donc nous, on a travaillé sur 2 enjeux principaux. On a la communauté de pratique La Pépinière, où en fait c'est plutôt les personnes qu'on a pu former et ce que tu disais tout à l'heure sur comment on peut poursuivre ce qu'on a vu en formation, aussi les rencontres qu'il y a pu avoir et puis comment on peut partager les outils, parce que comme je disais, nous on co-construit aussi avec les professionnels et on est vraiment surpris des retours qu'on peut avoir après formation, de la créativité des professionnels sur la stimulation visuelle. C'est l'objet de la communauté de pratique La Pépinière, hein, c'est le bilan déficience visuelle, les questions des troubles neurovisuels et la stimulation visuelle également. Donc on voit plein de personnes qui arrivent avec des outils qu'elles ont pu créer. Et donc nous on anime ça, on essaie d'avoir un événement une fois par an. Et l'idée c'est de changer de région à chaque fois, comme ça on peut toucher d'autres personnes plus en proximité parce qu'on forme un peu partout. Donc, l'idée c'est de pouvoir tourner. Historiquement on a animé aussi un réseau plutôt sur la stimulation visuelle dans le Grand Nord de France. Et on a fait le choix justement en partenariat avec l'équipe Relais Nord-Ouest, que ce soit plutôt l'équipe Relais Nord-Ouest qui soit en première ligne sur l'animation de ce réseau local où on continue de participer, parce que c'est vrai que c'est à côté et puis il y a une dynamique intéressante, donc ça date de 2013, on a envie de la quitter, mais en même temps on voulait pouvoir se tourner aussi sur avoir une interconnexion entre le national et le régional. Et donc ça c'est plutôt issu pour poursuivre la formation et à partir d'un savoir commun. Après on a un autre domaine, c'est le réseau TSADV. Donc là, c'est un réseau national qui regroupe une quarantaine de professionnels, dont des professionnels de l'Arc-en-Ciel à Marseille notamment. Là, la porte d'entrée, c'est être concerné par l'accompagnement de personnes TSA avec déficience visuelle. Donc là, pas forcément besoin d'avoir été formé en commun. Et je pense que pour rejoindre un peu ce qui a été dit, un des facteurs de réussite quand même, c'est souvent d'avoir un objet de travail. Ça permet de se motiver, de se réunir régulièrement. Ça permet aussi un peu de convaincre les directions de l'intérêt et puis de montrer qu'il y a des choses qui se travaillent. Et donc par exemple, là je sais que le réseau de TSADV travaille sur l'adaptation du profil de Bogdachina justement sur le champ de la déficience visuelle. Et d'ailleurs ils ont une journée le 25 et 26 janvier, je fais une petite pub. Ils font leur première journée nationale du réseau de TSADV où ils vont présenter toutes leurs réflexions autour de la sensorialité des personnes TSADV. Finalement, Corinne et les autres, entre une étude au cours de laquelle on a rencontré différents acteurs de la région, des restitutions sur les départements, où il y a d'autres groupes qui se sont constitués, se retrouver aujourd'hui collectivement autour de ce sujet-là, est-ce que quelque part, on n'est pas, qui va se croiser avec toutes les autres initiatives qui existent, bien évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas déjà un peu en train de faire comité de pratique avec des échanges entre sanitaire et médico-social qu'on a eu tout à l'heure? Est-ce que c'est pas dans ces endroits-là? Est-ce qu'on n'est pas du coup un peu en plein dedans là? À vous de relever le défi. Qui veut bien animer des groupes et des échanges? Qui veut bien tenir ce rôle de sponsor qui peut être très varié, hein? Voilà. Sponsorer, ça veut dire rendre légitime le fait qu'on passe 2 heures de temps et quand même en buvant du thé, c'est mieux, pour discuter de ces pratiques. Et donc, il y a plusieurs sponsors parce qu'il faut légitimer la communauté quand on revient dans son établissement, il faut légitimer la communauté auprès des institutions, voilà, je ne sais plus si elles sont là, il faut légitimer un niveau régional, voilà, donc on voit bien différents sponsors. Pas de question derrière, ça ne suffit pas, bien évidemment. Voilà, je pense que si on veut aller plus loin et le départ est très informel, je pense que voilà, et ça se travaille depuis longtemps et c'est toujours ainsi, voilà. À un moment donné, voilà, il faudra passer à une étape de un peu plus structurer les choses.
Et une communauté de pratique, c'est certes des réunions, mais c'est très variable, hein. Il peut y avoir des grandes assemblées plénières, on rencontre d'eux, il y a différents groupes de travail, et puis on peut faire des webinaires, et puis on peut faire des manifestations à plus grande envergure. Voilà, c'est aussi une variété de manières de travailler aussi. Juste, je voulais vous témoigner quand même d'une réalité qui est le monde du médico-social, où justement tous ces établissements qui accueillent des enfants, je dirais même plus des adolescents ou des adultes en situation de handicap rare. Il faut savoir que la charge mentale est extraordinaire pour les équipes accompagnantes et aussi pour les équipes encadrantes. On parle de management, mais voilà, je voulais vous témoigner que c'est quand même très dur. Le contexte médico-social, il tend à s'appauvrir parce qu'il y a une crise des identités professionnelles actuellement. Il y a un turnover extraordinaire dans tous les établissements médico-sociaux. Donc nous, acteurs de terrain, on est témoins de ça, on le vit, on l'accompagne. Bien que je partage toutes les idées partagées parce qu'elles sont superbes et je convaincue à 100 000%, mais j'ai aussi, je vous témoigne aussi de ce qui est de notre réalité de travail, et bien que vraiment que tous les professionnels soient hyper motivés à accompagner ces enfants, ces ados, ces adultes en situation de handicap rare, et c'est tellement dur, et l'accompagnement au changement justement sur l'identité, le sens dans le travail, c'est très compliqué de le mener vu la réalité. Puis voilà, la crise économique, tout ça. Réaction en réponse de Christelle. Oui, si je peux me permettre, je pense que justement de pouvoir permettre aux professionnels de terrain de pouvoir être en fonction appui ressources et de pouvoir, sur des temps, alors bien sûr pas tout leur temps, mais d'avoir des actions dans un autre contexte avec dans le droit commun, parce que ce qu'on a un petit peu oublié de dire, et pourtant c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur sur effectivement, si on veut parler d'inclusion, si on veut proposer ça, ça veut dire qu'il faut effectivement donner les moyens au droit commun d'aller accueillir les personnes en situation de handicap, et donc effectivement travailler ce transfert de compétences, et les professionnels de l'accompagnement ont ces compétences-là à aller apporter, et c'est aussi leur donner une bulle d'air, et c'est vrai que notamment sur le pôle ressources du Petit Jardin, on s'aperçoit que c'est ce qui permet en grande partie de pouvoir être attractif aussi, parce que c'est donner des espaces des espaces un petit peu différents pour pouvoir se ressourcer et vivre une autre expérience et vivre son travail autrement, et témoigner de ses pratiques et reconnaître son travail un petit peu différemment. Alors effectivement, nous sur le pôle, il y a l'ensemble des services, donc IME, CESAD, UMA, crèche, halte garderie et la HEP. Tous les services en fait participent à la fonction ressources. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la demande du partenaire, on va plutôt se dire tiens, ce sera peut-être une auxiliaire de la crèche qui va y aller parce que c'est un tout petit, que c'est une crèche ou que c'est une assistante maternelle. Si c'est une question qui relève de l'école, peut-être un éduc du CESAD. Et moi, je trouve qu'on valorise vraiment leurs compétences à chacun individuellement en leur disant allez échanger sur vous, ce que vous faites au quotidien. Et c'est aussi une bouffée vraiment d'oxygène pour chaque professionnel, parce que cette fonction ressources, elle concerne tout le pôle. Nous, on a fait vraiment le choix de pas fonctionner avec une équipe fonction ressources, mais vraiment que ce soit le pôle ressources, et en fonction des situations, de s'ajuster aux demandes, et vraiment de valoriser chaque professionnel dans ses compétences. C'est vrai qu'un grand oublié de l'accompagnement au changement, ou un grand oublié de la formation d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle le middle manager. Voilà. Donc on a des accompagnements au changement d'ordre stratégique plutôt pour le haut, on a des accompagnements au changement, des formations, etc. pour tous ceux qui font. Et puis cette couche intermédiaire du middle manager qui était un petit peu le régulateur des agendas ou des plannings, pour faire simple, etc.
etc. Il ne faudrait pas qu'avec la fonction ressources, ils deviennent encore plus régulateurs des agendas et des plannings. C'est-à-dire qu'on a un middle manager qui doit vraiment, c'est le responsable de secteur, c'est le responsable d'un établissement, enfin voilà, ça dépend comment c'est structuré, mais il faut vraiment qu'il se transforme comme quelqu'un qui va redonner du sens, qui va faciliter, qui va offrir ces espaces de travail et de réflexion et qui va les justifier vers le haut. Et là, il y a une transformation qui est souvent oubliée de ce point de vue-là, et c'est un maillon qui va devenir de plus en plus essentiel dans cet accompagnement à donner du sens, hein, et à porter, à rassurer. Et on l'a dit qu'il ne doit pas tout concentrer sur cette fonction. C'est-à-dire que ça libère aussi d'autres fonctions. On a dit aussi que on ne devient pas fonction ressources du jour au lendemain. Ça se construit dans la durée. Tout le monde ne peut pas rentrer dans cette dynamique-là tout de suite. Moi, ça me renvoie aussi tout ça, peut-être pour conclure, à ce fameux sujet de la désinstitutionnalisation. On ne va pas supprimer les institutions. C'est comment on fait institution. Est-ce qu'on fait institution à l'échelle de l'établissement qu'on connaissait avant, ou est-ce qu'on fait institution à l'échelle du territoire ? Voilà, je pense que là aussi, ça permet de resituer un enjeu de la politique publique, ce fameux sujet qui est pointé par l'ONU, bon, on a construit l'établissement au sens de l'institution en France, mais on a besoin des institutions, on a besoin de se construire collectivement, on a parlé d'identité professionnelle, c'est ce déplacement-là qui s'opère. Bien sûr qu'on continue à faire institution, mais sur un territoire, sans doute. Et je crois que les professionnels ont clairement besoin d'entendre aussi ce discours-là, parce que à force de parler de désinstitutionnalisation au sens, je vais dire péjoratif du terme, on génère l'inverse de ce qu'on doit construire en fait. Hein. Voilà, on n'a pas dit non plus que c'était simple, on n'a pas dit non plus que ça se faisait du jour au lendemain. Merci beaucoup.